vois cette baraque? Je l'ai achetée il y a de ça 10 ans. Ma première affaire immobilière. Au bout de 2 ans, je l'ai revendue avec 800 000 $ de bénéfices. C'était meilleur que la baise. Ouais. Ah, ça me paraissait être le Pérou à l'époque. Maintenant, c'est un jour de boulot. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un plaisir de te retrouver pour ces podcasts, toujours un plaisir de retrouver l'audience également. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 10M pour 10 millions d'euros, le podcast des entrepreneurs et investisseurs qui osent transformer ce qui pourrait être un mirage en objectif atteignable. Aujourd'hui, on va parler de la résidence principale. Est-elle un actif ou un passif? Ça va être très intéressant, restez bien jusqu'au bout. Mais avant les rappels habituels, pense à t'abonner, pense à lâcher 5 étoiles avec un commentaire. Quémande-nous des likes s'il te plaît. Fouad. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 100 personnes de connectées, il n'y a pas de likes. Camille. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent déposer leur candidature à Patrimoine Exponentiel dans lequel on verra plus en profondeur des notions que nous allons évoquer aujourd'hui. Tu peux également réserver un audit stratégique avec Fouad, un audit stratégique en one-to-one pour déterminer les erreurs et ce que tu dois mettre en place. Est-ce que tu vois des choses à préciser? Non, c'est un audit global, extrêmement précis, à très forte valeur ajoutée. On regarde tout, ce qui a été fait, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut améliorer. C'est vraiment un audit qui est un point de départ, une espèce d'impulsion pour vraiment remodifier la trajectoire. Et c'est intéressant parce que tu en as fait entre 100 et 150. Est-ce que tu es tombé une fois sur un profil qui était parfait où il n'y avait rien à optimiser? Alors, la seule fois où c'est quasiment parfait, c'est quand je tombe sur des vierges. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien investi en immobilier. D'accord. Donc là, il y a très peu d'erreurs, mais même dans ce cas-là, il y a des choses à faire. Tu trouveras également le lien de Manial Immobilier, une communauté privée offerte, où on pourra échanger. Il y a une partie également sur le podcast 10M, comme ça les gens pourront s'intégrer à la création du contenu, des futurs contenus. Et tu trouveras également le lien d'une keynote sur l'investissement immobilier en 2025, les deux étant entièrement offerts. Ce serait dommage de s'en priver. En parlant des commentaires, je tenais à remercier particulièrement Nico V14, un super podcast qui transforme complètement notre vision de l'investissement immobilier. Merci Nico et merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre 5 étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Ça aide énormément avec le référencement, même si ça nous fait quémander à chaque épisode. On vous en remercie par avance. Donc, la résidence principale est-elle un actif ou un passif? Et si elle est un actif, est-elle indispensable? C'est de cela que nous allons parler dans cet épisode. Nous allons parler de la place de la résidence principale dans une stratégie d'investissement immobilier de surcroît massive, la stratégie, c'est-à-dire devons-nous être propriétaires ou non de notre résidence principale lorsqu'on veut déployer une rafale d'acquisition, une blitz patrimoine, comme tu aimes le dire. Et c'est très intéressant parce que les influenceurs 2.0 ont énormément affecté la conception de la place de la résidence principale dans la tête des gens. En reprenant ce titre de Robert Kiyosaki, on y reviendra dessus. Ce matin, j'ai fait un test très marrant, c'est que je dispose d'un canal Telegram privé où on est 4000 dessus. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent le rejoindre. Et j'ai posé la question, est-ce que la résidence principale est selon vous un actif ou un passif? Et j'ai eu un retour de Chris qui m'a répondu, c'est un passif parce que ça ne met rien dans ma poche à la fin du mois. Au contraire, ça enlève et ceci s'applique que je sois propriétaire ou locataire, sans nuance. En cas de propriété, les plus-values latentes et futures ne sont pas garanties à aucun moment, tant que la vente n'a pas eu lieu, d'où l'existence d'un risque permanent. La notion de permanent est importante. Exemple, dans la nuance, quelqu'un qui avait sa résidence principale en Ukraine avait certainement des plus-values latentes jusqu'à l'intervention russe. Fouad, quelque chose à dire ou... Ça me donne envie de faire une sieste quand j'entends ça, en fait. Ça me berce. Ça me berce. Alors, d'un point de vue, j'ai pris ce commentaire qui était le premier. Non, mais il est intéressant. Il est très intéressant parce qu'il reflète... Il est symptomatique. Il est symptomatique de toutes les mauvaises croyances qu'on peut avoir.
Tout à fait. La première croyance, c'est puisque ça ne ramène pas de revenus, c'est forcément un passif. Et on va parler de ton meilleur investissement dans un autre épisode qui a 2% de rendement, qui est du cash flow négatif, qui serait donc un passif, parce qu'il te coûte tous les mois de l'argent. Tout à fait. Pour autant, c'est ton meilleur investissement. S'il ne te rapporte rien à la fin du mois, à ce moment-là, le Bitcoin est un passif, si on suit le raisonnement de Robert Kiyosaki. Et l'or est un passif. L'or est un passif également. On en reparlera. En fait, beaucoup de gens ne font pas la distinction entre un actif et un actif productif. Et sur une note personnelle sur l'Ukraine, parce que c'est assez intéressant, parce que j'étais confronté à la situation très récemment, et quand je t'en parlais, t'étais surpris, Fouad. Et j'ai une connaissance excessivement proche qui a vendu un appartement à Kiev cette année, il y a quelques semaines de ça. Elle y vivait plus depuis le début de la guerre. Et c'était un appartement qui avait été acheté en novembre 2021. Et la plus-value encaissée sur cette opération est supérieure à 40%. Et pourquoi je m'en souviens? Parce que j'avais le même raisonnement. Et ça peut être intéressant, tu vois, dans des situations de guerre, parce que souvent les gens parlent de la situation économique et tout. Et là, c'est un cas important. Donc j'avais dit, mais 40%, ça me paraît déconnant. C'est moins 40%, tu vois. Parce que moi, j'avais posé à combien tu as accepté ta moins-value sur ce bien. Et en réalité, non, les prix ont augmenté. Et je m'étais intéressé à ça pour voir si c'était un phénomène à part et tout ça. Mais après, ça paraît logique. Quand tu ne peux pas convertir ton argent, parce que tu ne peux pas sortir d'argent d'Ukraine plus de 3 000 € par mois, tu as un contrôle d'échange, que la monnaie baisse, tu préfères le mettre dans l'immobilier. Et on en revient au proverbe, je ne sais pas qui c'est qui avait sorti ce proverbe, quand le sang coule dans la rue, investis dans la pierre. Ah oui, c'est investir, je crois, au son du canon. Et je ne sais plus, mais ouais, c'est pas mal. Et c'est une zone où tu as beaucoup d'argent injecté. Et tu as beaucoup d'argent injecté, et également quand les immeubles sont détruits, ça réduit l'offre. Quand les promoteurs arrêtent de construire, ça réduit l'offre. Quand l'État donne des exonérations fiscales, des avantages et du soutien, ça augmente la demande. Et ça, c'est un cours d'économie de base. Quand l'offre baisse et que la demande augmente, qu'est-ce qui se passe? Quand quoi, excuse-moi? Quand la demande augmente et que l'offre baisse. Les prix montent. Même dans un pays en guerre. Donc, ce que nous allons voir dans cet épisode, pour revenir et fermer cet aparté, c'est rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question que peut-être vous, les auditeurs, se posent et qu'on a vu très fréquemment. Est-ce qu'il faut attendre de déployer une stratégie d'investissement locatif pour acheter sa résidence principale, ou commencer d'abord par la résidence principale avant d'investir dans l'immobilier locatif? Et répondre à cette question presque philosophique aujourd'hui, est-ce que la résidence principale, en France mais également ailleurs, est-elle un actif ou un passif? Et expliquer comment tu peux transformer ta résidence principale en super actif, c'est ce que nous allons voir. On va essayer de le décomposer en deux parties. Déjà venir sur pourquoi les gens sont persuadés que la résidence principale est un passif et l'impact des formateurs 2.0 sur ce sujet. Et on regardera à la fin comment la résidence principale va s'articuler dans le déploiement d'une stratégie ambitieuse et comment ta résidence principale peut décupler ta capacité d'investissement. Qu'est-ce que tu en penses, Fouad? Écoute, c'est pas mal au programme. C'est vrai que c'est intéressant pour gagner en discernement, de comprendre en fait ce qui se passe dans dans ce tas de conformisme, de comprendre pourquoi tu as des centaines de milliers de personnes qui te chantent tous la même musique, la même chanson. Et quand on prend un peu de recul, quand on prend de la hauteur, on s'aperçoit évidemment que la résidence principale non seulement est un actif, mais c'est même la pierre angulaire d'un démarrage à l'américaine, dans un parcours d'investisseur immobilier. En parlant de démarrage à l'américaine, revenons sur le père aux deux pères, de cette notion de résidence passive. C'est notre cher Bébert Kiyosaki, ou Kilo Sushi comme j'aimais l'appeler à un moment. En réalité, c'est le formateur des formateurs. Robert Kiyosaki, c'est celui qui a le plus inspiré les formateurs français, et c'est en quelque sorte le papa des formateurs en France. Et donc, c'est son discours que tu retrouves au travers des influenceurs 2.0, comme tu aimes les appeler. Sa vision, elle est très simple, ou devrais-je dire même simpliste. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche.
un passif est quelque chose qui prend de l'argent de votre poche. Ça, c'est sa définition. C'est sa définition. Mais tu vois, ce qui est intéressant déjà, c'est que on a l'impression qu'il s'adresse à des débiles. Quand tu as un auteur de best-seller mondial qui te parle, qui parle comme s'il parlait à des enfants, ce qui rentre dans ta poche, d'abord, quand on regarde les vrais processus d'enrichissement, il n'y a rien dans la poche de l'investisseur. Ça passe par des structures, par des intercalaires. Mais ça, il le dit Damasien via des sociétés. Mais la manière de dire c'est dans ta poche, on est aussi dans la gratification immédiate, d'avoir tout de suite l'argent à la fin du mois. On est dans une logique de consommation, de pouvoir d'achat. Et finalement, je pense que c'est aussi ce discours qui a plu aux influenceurs français qui vendaient de l'immédiateté. Moi, j'ai une petite question d'ordre philosophique et j'attends une réponse excessivement précise. En se basant sur cette définition, la patronne est-elle un actif ou un passif ? Alors moi, je ne répondrai pas à cette question pour des questions de représailles, pour des raisons de représailles. Mais la tienne qui ne parle pas français, je te laisse. Alors j'ai entendu dire qu'une maîtresse coûte moins cher qu'une femme. Maintenant, ça c'est encore autre chose. Non, mais c'est marrant parce que tu confirmes ce point ? J'en sais rien, je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais payé. Je n'en sais rien, je me positionne sur le harem, ce qui est différent. Non, mais c'est intéressant parce que la notion juste qui met de l'argent dans votre poche ou qui coûte de l'argent, il y a plein de choses qui vont te sortir de l'argent de ta poche. L'investissement, par exemple. L'investissement dans le capital humain. Non, mais tu as ça, mais l'investissement de manière générale, l'investissement de façon générique, c'est quelque chose qui, dans un premier temps... te coûte de l'argent. Exactement. Alors, ça peut te coûter du temps, de l'argent, mais dans un premier temps, tu es obligé de décaisser quelque chose. Et c'est le principe même de l'investissement. Et donc, la définition, elle ne veut absolument rien dire, en plus de l'horizon temporel, qui est un horizon temporel de débile, excuse-moi le terme, mais raisonner à l'échelle mensuelle, on l'a prouvé, on en a parlé énormément de fois, ce n'est pas cohérent dans une stratégie d'enrichissement qui est un processus de long terme, on va dire au moins de moyen long terme. Donc cette définition, moi je la rejette parce que elle est truffée de carences et elle est symptomatique de cette impatience à consommer tout et maintenant. Et les formateurs français ou des formateurs, dans ce cas-là, il faut comprendre que ce n'est pas des praticiens, mais plutôt des théoriciens et plutôt des conformistes. Ils vont lire un livre et vu qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils ignoraient, ils se croient devenir experts. C'est le principe même du syndrome de Dunning-Kruger, dont on a déjà parlé dans le podcast, notamment sur le capital humain, d'être inconscients de leur propre incompétence. Et c'est là que ça les rend en réalité, on en discutait avec Fouad, excessivement bons en marketing, car ils n'ont pas conscience des limites de leurs connaissances. Et vu qu'il leur a fallu qu'un seul livre, ils considèrent que c'est facile et que tout le monde peut y arriver. Et on le voit dans l'immobilier, avec la résidence principale est un passif, et on va y venir ensuite dessus pour expliquer le contraire. Mais on le voit sur des domaines différents. Par exemple, on avait parlé une fois de reprise d'entreprise, c'était dans un podcast récent sur quelqu'un qui t'avait eu. Ces gens-là font une formation américaine, la traduisent et affirment très fortement que c'est facile, à la portée de tous, qu'ils obtiendront des financements sans apport, sans caution et tout ça. N'ayant pas mis leur propre enseignement qu'ils ont eu en pratique, mais ayant mis en pratique la traduction de cet enseignement pour le revendre, ils ne se rendent pas compte des blocages, ils ne se rendent pas compte des stratégies d'évitement que tu dois mettre, de l'aspect psychologique, et ce, à tout niveau. Tout à fait. En fait, ça traduit un manque d'intelligence culturelle, une incapacité à adapter un contenu étranger à une pratique française. Mais je reviens, tu vois, j'ai un petit point de désaccord sur le terme que tu utilises, théoricien, qui est un terme beaucoup trop valorisant. Le théoricien, c'est une personne qui va élaborer, formuler une théorie pour ensuite l'appliquer. Et là, on est sur un caractère, on est sur une qualification qui est trop noble parce que ces gens-là, en réalité, sont incapables, je parle des influenceurs français, sont incapables de conceptualiser quoi que ce soit parce que ça demande déjà un niveau de réflexion beaucoup plus élevé. Quand tu importes un concept et que tu le fais appliquer à des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, tu n'es pas un théoricien. Tu es un importateur d'idées étrangères qui sont inapplicables et fausses sur le territoire français.
Donc même ce terme-là, je trouve qu'il est beaucoup trop valorisant. Et je voulais rebondir sur le caractère influenceur. En fait, là, on est sur l'exemple parfait de tu es sur de l'influence des masses. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans un rôle de formateur avec un enseignement sur de l'esprit critique, sur une capacité à réfléchir par soi-même. Tu es vraiment sur une pratique de voilà ce que j'ai récupéré, j'influence le maximum de personnes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont influencé, je ne peux pas donner de chiffres, mais il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, jusqu'à, et c'est marrant, jusqu'à des gens comme Anthony Bourbon qui te crachent la même réponse. Ouais, la résidence principale est un passif. Et c'est fou quand même que l'onde de choc atteint toutes les strates, atteint des masses d'investisseurs, de population, jusqu'à des gens qui ont des audiences extrêmement élevées. Et après, c'est sûr que quand tu es membre de ça et que tu l'appliques, toi, tu vas te confronter au réel, au passage à l'action. Parce que tu veux appliquer et tu veux rentabiliser. Et c'est là que ça bloque. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, je parle souvent de relevé sociologique ou de relevé socio-économique. En fait, le relevé provient d'où ? Du terrain. Et à partir de ce relevé, j'établis une conceptualisation pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle, comprendre la mécanique générale. Mais l'enseignement, il vient systématiquement du terrain. Et ces gens-là font l'inverse, vont importer un concept étranger qui n'a absolument rien à voir avec la culture bancaire française et européenne. Mais moi, je veux parler du marché français, le marché que je connais. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Dans ce sens, ça ne fonctionne pas. Ça donne des résultats calamités. Ça fonctionnerait aux États-Unis. Par exemple, tu vois, sur la reprise d'entreprise, tu as des fonds qui sont des fonds fédéraux qui sont dédiés au rachat des entreprises, à se porter caution un peu comme la BPI. Mais pourquoi ne vont-ils pas aux États-Unis, par exemple, pour reprendre des entreprises ? Parce qu'en fait, ils n'ont aucune intention de reprendre une entreprise. Si on prend le cas de la reprise d'entreprise, ce qui les intéresse, c'est vendre uniquement de la formation. Et sinon, je veux bien qu'il existe des fonds, qu'il existe tout. Je sais que la culture américaine a un rapport totalement différent à l'argent, au financement. Et à la prise de risque. À la prise de risque, à l'acceptation de la prise de risque. Mais pourquoi ne pas aller aux États-Unis, appliquer ce que tu as appris, au lieu de vendre une contrefaçon inadaptée au marché au marché français, c'est un peu comme les normes. Pour moi, pour faire une image, il manque la norme NF. Ça te parle, la norme NF ? C'était l'ancienne norme avant la norme CEE, c'est une norme française. En fait, pour avoir un bien de consommation aux normes françaises, il fallait qu'il soit marqué de la norme NF, donc norme française. Eh bien, tu n'as pas le NF, ton produit n'est pas adapté au marché français. J'ouvre ma bouteille de coca avec le bouchon non détachable. Yeah, America, we love you. En immobilier, c'est exactement pareil. Ils ont peut-être fait une acquisition ou deux, mais ils ne se sont pas confrontés aux réels problèmes, n'ont pas adapté. L'époque a changé avant 2022 et aujourd'hui. Alors, tu vois, pour répondre là-dessus, ce qui est marrant quand tu réfléchis à la problématique, et c'est ça qui est incroyable, je trouve. Je vais prendre deux cas. Un cas honnête, intellectuellement, qui n'a pas vendu de formation, mais qui a compris qu'il y avait un âge d'or du financement immobilier et qui a admis ne pas avoir investi massivement, c'est le cas de Thierry Vignal, l'ancien patron de Mastéos, qui te dit, alors il ne parle pas d'âge d'or, mais durant cette phase où les taux d'intérêt réels étaient négatifs et les taux d'intérêt Banque Centrale Européenne étaient à 0%, il y a des gens qui se sont constitués des empires. Et quand il parle de ces gens-là, il parle des gens comme moi, des gens que je forme, donc Madeleine, Auguste, c'est après, mais j'ai envie de te dire avant, si c'est faisable après, là c'était largement faisable avant. Donc il parle des signes noirs. T'as ce cas-là, le gars est honnête, il n'a pas fait. Et ça, je trouve ça remarquable. Et t'as le cas, et c'est ça que je ne comprends pas, tu as des gens qui ont vendu pour 20 ou 30 millions d'euros de financement, et ils n'ont rien levé sur le marché français. Mais comment se fait-il que tu ne lèves pas de fonds et que tu vends le levier bancaire français ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on a une contradiction parce que... Il y a une contradiction également aux yeux des clients qui se laissent avoir par le marketing. Tout est une question de... Tu me feras le plaisir de mettre ton téléphone en silencieux. Je l'ai mis en mode avion, mais
C'est excessivement... Mais t'as le... Je l'ai mis en mode avion, mais il y a le Wi-Fi. Enfin bref, l'idée c'est de dire, évidemment quand tu répètes comme un bouffon ce que tu as entendu aux États-Unis... C'est une réservation d'audit stratégique, donc on pardonne la personne d'avoir dérangé. Et on le salue au passage. Tout à fait. Donc on disait les clients se laissent avoir parce qu'ils ne regardent pas non plus forcément le track record. Et après, si tu veux, il y a tellement d'ineptie d'un point de vue bancaire que leur raisonnement passe comme une lettre à la poste. Moi, je vais partager... j'avais participé à un webinar en novembre 2024, c'était pour le Black Friday, c'était une nana dont on a parlé du livre dans le podcast, un chef-d'œuvre littéraire. Ça, là, on est dans la malhonnêteté. Qui disait, il suffit que tu aies du cash flow pour te faire refinancer. Et dès que le banquier verra que tu as du cash flow, il va te refinancer. Si tu gagnes 3 000 €, que tu as 500 € de cash flow sur un bien, que tu viens revoir le banquier, il va partir sur 3 500 €. Donc grosso modo, financement illimité. C'est totalement faux. Et c'était marrant parce qu'elle disait, regardez, moi cette année, j'ai emprunté 1,5 million d'euros, je suis surendetté également. J'ai envie de dire, tu n'as emprunté qu'1,5 million d'euros alors que tu as fait le double en vente de formation. Ça fait un ratio très faible en termes de levée. C'est-à-dire que grosso modo, pour que les gens s'en rendent compte, parce que quelquefois ils ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire que si tu gagnes 200 000 €, la banque va te prêter 100 000 €. Voilà, c'est du ratio. Mais bon, c'est des choses qui sont importantes à préciser. Mais pour revenir sur pourquoi est-ce qu'on a fait cette parenthèse, c'est que tu disais que ces gens-là, j'aime beaucoup cette formule française parce qu'elle est particulièrement péjorative, ces gens-là n'ont pas pratiqué. Va voir une banque française et tu vas lui dire l'ARP est un passif et je veux être rentable maintenant et pas dans 20 ans parce que je veux avoir du cash flow pour arrondir mes fins de mois. Je vais faire de la colocation en LMNP. Le gars va rigoler. Je veux dire, c'est un discours qui ne tient pas la route face à un professionnel du financement bancaire. Tu penses qu'on pourrait faire une caméra cachée ? Ouais, un peu à la Benotman. À Benotman. Tu sais, en appelant le truc. Mais voilà, quand tu n'appliques rien, quand tu es dans l'importation de concepts bas de gamme américains, tu n'as pas le relevé d'informations du terrain qui te permet de prendre compte de la réalité et de ce qu'il ne faut pas faire et surtout de ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer ton chemin d'investisseur. Et c'est très marrant parce que je voulais faire un short qui opposait, tu sais, deux discours de la même personne. Ah oui. Et je pense que je le ferai, donc je le mettrai peut-être. Il aura fallu attendre 9 ans, je dis bien 9 ans, pour que le Dubaïot de rentable maintenant et pas dans 20 ans puisse comprendre la puissance de la résidence principale en termes de valeur patrimoniale. Et je ne vais pas dénaturer ces termes, je les mettrai peut-être au montage. Il y a 9 ans, avant d'avoir vendu à 30 000 personnes le fait qu'il ne fallait pas acheter de résidence principale, que c'était un passif, il a finalement acheté sa résidence principale. Alors pour être précis, il a expliqué que c'était un putain de passif. Premièrement, la résidence principale, pour moi, est un passif. Ça n'est pas un actif, ou en tout cas, si ce n'est pas un passif, ce n'est pas non plus un actif, parce que ça ne rentre pas dans tous ces critères qui composent l'actif. Après avoir acheté lui-même sa résidence principale, donc 9 ans après avoir commencé à enseigner aux gens que c'était un passif. Attention, ce n'est pas 9 ans d'un point à un autre et il n'y a rien eu. Pendant des années, il a martelé à, on va dire... j'allais dire un terme pas très sympa vis-à-vis de sa clientèle, mais bon, pour moi, la responsabilité est également portée, endossée par le formateur. Pendant des années, il a répété que c'était un putain de passif. Donc les gens qui le suivaient, qui ont payé, l'ont cru et n'ont pas acheté de résidence principale. Et là, maintenant qu'il a pratiqué ça, il a acheté sa résidence principale et après l'avoir revendue et encaissé une belle plus-value, il s'excite littéralement sur les réseaux sociaux en expliquant que c'est un putain d'actif. Et je cite,
le meilleur vecteur d'enrichissement. Tout à fait. Est-ce que je dénature à un seul moment Début de parcours qui vont se reconnaître, il n'y a pas 50 solutions. Et la solution, c'est quoi? Aller-retour en résidence principale, c'en est une. Parce que, tu le sais, je te la refais pas, la résidence principale n'est pas taxée à la revente et donc on peut faire un flip, une espèce d'opération de marchand de biens avec des guillemets partout, ou en tout cas un flip immobilier où j'achète une résidence principale avec le but de la revendre dans un coin de ma tête, je fais des travaux, j'améliore bien sûr, l'argent il se passe où dans l'immobilier? À l'achat, bien acheté, on en parlera après avec ma maison, et rénovation, on en parlera aussi après avec ma maison et les autres d'ailleurs. C'est là que se fait l'argent. Donc si je le fais correctement, je peux très vite, et je le vois tous les jours dans Money Game, une vraie différence entre les gens qui l'ont fait et qui l'ont pas fait, ceux qui sont en début de parcours notamment, parce que les gens qui l'ont fait, c'est typiquement les profils. les propos? Non, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai vu. Alors, tu vois, on peut dire que les gens ne sont pas à une contradiction près. Mais là, tu es quand même sur une contradiction qui est fondamentale, qui est majeure. Et ça nous renvoie à la notion de coût d'opportunité. Ces conseils merdiques ont coûté combien d'argent sur la somme des résidences principales qui n'ont pas été achetées et amorties d'un point de vue bancaire, sans parler de l'augmentation des prix. De 2016 à 2022-23, les prix ont fortement augmenté sur le marché français. Donc en fait, c'est une décision dont l'impact en termes de coût d'opportunité, c'est-à-dire en termes de manque à gagner, qui sur la somme des 30 000 personnes, disons, qui étaient en capacité d'acheter, qui ont appliqué ça, ça représente, à mon avis, je n'ai pas fait le calcul, mais plusieurs dizaines de millions d'euros. Si Madeleine n'avait pas acheté sa résidence principale et avait attendu 9 ans pour acheter sa résidence principale, quel serait le coût d'opportunité? Ça lui aurait mis en plus des bâtons dans les roues pour pouvoir continuer son parcours. Mais tu vois, ce qui est important, c'est vraiment toujours l'ordre de grandeur. Quand tu prends ce calcul, disons que ça a coûté 50 000 balles, ce qui n'est pas énorme, à 30 000 personnes, ça fait combien? Tu as une calculette? Non. Fois 5, ça ferait 150 000 fois 51 millions 5, 515 millions, 5 150 millions, 1,5 milliard. Ouais, 1,5 milliard. Ouais, bravo, t'es bon en calcul mental. 1,5 milliard. C'est-à-dire que, attention, 50 000 euros sur le manque à gagner sur cette durée, c'est pas un chiffre qui est fou. Parce que quand tu prends un cadre supérieur qui n'avait pas la capacité de jauger du niveau merdique du Dubaï Yacht et qui finalement a appliqué le conseil et qui est en capacité d'exécuter une résidence principale à 1 million d'euros, là, sur cette période, le coût d'opportunité, il est en centaines de milliers d'euros. Parce que là, tu amortis beaucoup d'argent. Tu amortis, à l'époque, tu amortissais sur un prêt d'1 million d'euros, tu amortissais à peu près, de mémoire, dans les 48 000 euros par an, 50 000. Donc cette notion de prendre la mauvaise décision parce que tu as pris le mauvais conseil te coûte littéralement énormément d'argent. Et lorsque tu le fais en groupe, en troupeau, et le mot n'est pas choisi par hasard, par rapport au degré de conformité, les gens se sont exécutés. On voit que sur un simple calcul, on est sur un coût d'opportunité global d'1,5 milliard euros, 500 millions. Donc 1,5, 1,5 milliard d'euros de coût d'opportunité. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît extrêmement grave et important. On en ferait des villas à Dubaï avec ça. Exactement. On en revient au point initial. Ils enseignent quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Parce que s'ils avaient fait, ils se seraient rendus compte que c'est pas le cas. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, tu vois, qui est intéressant. Là, tu viens de dire un truc. J'aimerais que tu rajoutes, tu as dit quelque chose d'intéressant comme d'habitude. Non, attends, laisse-moi finir. Ce n'est pas un échange qui est là pour flatter ton ego. Tu dis, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et je rebondis là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il était hyper excité sur la partie l'ARP est un des meilleurs vecteurs d'enrichissement 9 ans plus tard? Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il a fait lui-même et il s'en est rendu compte. Eh ben voilà, exactement. Donc en faisant, il s'est rendu compte. Et tu vois, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a même pas eu la gêne de se dire « Putain, j'ai martelé aux gens que l'ARP, c'était de la merde. » Et là, il n'y a même pas cette pudeur. Donc en fait, en faisant,
il y a eu un niveau d'excitation tellement élevé, il s'est rendu compte de la puissance du levier de la résidence principale. Il va nous sortir un truc Power RP, quoi. Le Power RP. On devrait déposer peut-être. Comme je l'ai dit, ils enseignent quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, donc ça va être difficile, qu'ils ont vu dans un bouquin, et dans un bouquin de merde, et américain de surcroît. Donc il ne faut pas s'attendre à des résultats miraculeux avec ça. Dans ce cas-là, précis comme Fouad l'a dit, 30 000 personnes se sont fait marteler, la résidence principale est un passif, et ont perdu 9 ans dans la stratégie immobilière, où ils sont peut-être toujours locataires. 9 ans. Mais t'imagines... Mais c'est grave, imagine, t'es marié, t'as tes 2 gosses, et t'es locataire parce que Yannou t'a dit qu'il fallait être locataire. Non mais Fouad, pour vendre le mentorat, moi je te propose de créer un site 3615 mentorat, tu vois, sur le Minitel. Non mais imagine, franchement, quand on essaie de se projeter, tu vois, moi j'ai la capacité à me projeter, j'ai une capacité très facile, très élevée à me projeter. Imagine, là tu rentres dans le salon de Jean-Pierre, le type est cadre, il a 2 enfants, et il est locataire parce qu'on lui a dit que la RP était un putain de passif. Et c'est incroyable. On pourrait parler de pompier pyromane sans mauvais jeu de mots, non ? Exactement. Exactement. Donc, ou de l'arroseur arrosé, je dirais. Passons maintenant Passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. Rentrons dans le réalisme. Mais c'est important, cette introduction sociologique, parce que quand tu n'as pas établi de diagnostic, quand tu ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe, aujourd'hui, là, alors évidemment, les auditeurs du podcast d'ICEM ne sont pas concernés, mais l'immense majorité des investisseurs 2.0, on va dire influencés par 2.0, sont intimement persuadés que la RP est un passif. Parlons maintenant de la résidence principale dans la réalité, dans le déploiement d'une stratégie ambitieuse et comment un ambitieux va se servir sa résidence principale pour maximiser le déploiement d'un parc immobilier locatif qui se chiffre en millions d'euros. Le premier point, et ça il faut le comprendre, c'est pas Fouad qui l'a inventé, même si je mets des mots très forts pour que tu puisses comprendre. Alors c'est un petit peu plus technique dans sa poche. Le cartel bancaire français est bâti sur la partie des prêts immobiliers pour le financement des résidences principales. Donc en fait, une importante partie de la production de crédit, hors crédit pour les entreprises, hors immobilier commercial, mais immobilier commercial reste une niche, cette production de crédit, elle est réservée, destinée et réservée au signe blanc. Qu'est-ce qu'un signe blanc ? C'est monsieur, madame, tout le monde qui achète sa résidence principale. Donc là, en n'achetant pas ta résidence principale, tu t'assieds sur la réservation de crédit pour acheter ta RP. Et là, tu as encore ce fameux coup d'opportunité, c'est-à-dire que tu es hautement prioritaire. C'est comme si tu avais le fast track, donc le passage rapide. Oui, s'il te plaît, je n'aime pas les anglicismes. Donc, c'est comme si tu avais le fast track et que tu décidais de faire la queue. Non, mais elle est géniale, cette... Je viens de l'inventer, je viens d'improviser. Mais imagine, tu as le fast track et tu dis, mais non, moi, je préfère attendre, je préfère perdre mon temps. Donc, le cartel bancaire t'a prévu des enveloppes en centaines de milliards d'euros, tu es prioritaire et toi, tu lui dis, non merci, la résidence principale est un passif. Donc déjà, d'un point de vue pragmatique, sur l'organisation des financements bancaires immobiliers en France, la résidence principale est ultra prioritaire. Ça, c'est le premier point. T'entends le mec qui tape le... Ben oui, pourquoi ça a changé le code ? À mon avis, le code, il a changé. Tu vas aller lui donner son ordi ? Non, il va attendre qu'on ait fini. Il avait qu'à être là à l'heure... Non, mais va lui donner non, on est lancé, on reste. Oh, donc, d'accord, ok. Revenons sur le cartel bancaire, il ira se faire... Sans RP, tu passes à côté de financements qui sont réservés à l'acquisition. Cette RP est réservée au signe blanc. Que se passe-t-il concernant le scoring bancaire ? Est-ce que ça paraît logique pour le cartel bancaire ? Est-ce que ça paraît logique de s'intéresser à faire de l'immobilier locatif tout en étant locataire ? Là, on va être dans le cœur de la culture d'un organisme. La logique
l'habitude, la culture, quand on t'a mis à disposition un outil extrêmement puissant, on s'attend à quoi, à ton avis? Que tu l'utilises comme il est requis. À l'utilisation de cet outil. Donc en fait, quand tu n'as pas de résidence principale, concrètement, c'est une dégradation de ton scoring bancaire. Ta notation bancaire est dégradée. En fait, sur 2 profils équivalents, en mathématiques, on va dire toutes choses égales par ailleurs, donc sur deux profils équivalents, un locataire est bien moins noté qu'un propriétaire de sa résidence principale. Ça, c'est sûr et certain, c'est garanti sur facture. Il n'y a pas la moindre ambiguïté là-dessus. Un propriétaire de résidence principale a une note bancaire qui est supérieure à celle d'un locataire, qui est perçue comme une espèce de bizarrerie dans une société où on a une appétence extrêmement élevée pour l'immobilier. Je cherchais une métaphore et tu vas me dire si elle est correcte ou si elle est complètement erronée. Pour l'imager, j'aime bien imager avec des choses simples. C'est un peu comme si t'as un mec qui bosse pas, qui fout rien de ses journées et qui commence à parler à sa nana de mariage et de plan long terme. Ouais, c'est un peu ça. Alors, je ne veux pas dire que tu n'es pas crédible, mais tu introduis une incohérence. On ne comprend pas pourquoi tu veux pas acheter ta putain d'RP. Ça, c'était puissant, ça. Oui. Et t'as un signal en plus, ça rassure les banques. Donc voilà, dégradation de la note pour les locataires. Donc, évidemment, on ne te l'a pas dit. Comme si le loyer n'était pas pris en compte dans le taux d'endettement. Et un loyer qui a une variabilité, une volatilité, malheureusement à la hausse, supérieure à une mensualité de prêt. Mais ça, on en reparlera. Après, tu as la technique de devenir un squatter pour plus avoir de loyer et donc augmenter ton profil emprunteur. Tu as la technique du clochard également qui existe donc, pour minimiser ton... Avec le compte nickel. Voilà. Tu sors le compte nickel. nickel. Et j'ai envie de te dire, un clochard n'a pas d'endettement. La culture bancaire, comme tu l'as dit, c'est d'abord la culture de la résidence principale. Et il faut quand même se rappeler, le client, il n'est pas roi. Le client n'est rien. Dans le système bancaire français, le client n'est rien, n'est qu'un contributeur au PNB, au produit net bancaire. Donc le client, alors je rappelle pourquoi est-ce que je parle de cartel bancaire, parce qu'on est dans une situation oligopolistique, c'est-à-dire qu'on a un oligopole. Qu'est-ce qu'un oligopole? C'est très simplement une poignée d'offreurs, donc de banques, 5 groupes français, et des dizaines de millions de consommateurs. Des dizaines de millions de consommateurs. Là, on le voit, en plus, il y a eu les résultats qui sont tombés, donc les résultats annuels du cartel bancaire. J'ai vu que BNP Paribas a pété le record. Crédit Agricole a fait des très très gros résultats. Donc en fait... on prétend 40% de moins. Ouais, et finalement, là où tu as raison, le client n'est rien. Mais on le voit dans l'organisation. Mais quelquefois, moi, je le dis aux gens sur les appels de candidature. Alors, c'est pas forcément très corporate ou très commercial, mais on est vraiment sur la candidature. J'ai fait, mais pour la banque, t'es une merde. Elle en a rien à foutre de te prêter 500 000 balles. Elle en a strictement rien à branler. Et il insiste. Mais il va attendre, comme on a attendu. En plus, tu as une niche fiscale sur ça. Ta niche fiscale qui est extrêmement importante, c'est que tu as tout simplement une exonération. Alors, ce n'est pas négligeable parce que certaines plus-values peuvent être très, très élevées. En fait, tu as une exonération d'impôt donc sur la plus-value. Avec des petits changements peut-être cette année? Je sais pas, on en parlait sur l'allongement de la durée. Alors aujourd'hui, c'est pas l'allongement, c'est. Alors sur une durée de détention minimum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas d'habiter pendant 1 an dans sa résidence principale. Il n'y a aucune durée. C'est à l'appréciation du contrôleur. Et en fait, ce qu'on cherche à comprendre en cas de contrôle, c'est l'intention spéculative. Non, alors tu as ça, mais c'est surtout l'effectivité. L'effectivité de ta résidence principale, est-ce que ça a réellement été ta résidence principale? Et comme tu as beaucoup de gens qui font du bricolage ou du travail de singe, donc ils vont aller déclarer chez le notaire lors de la signature de l'acte authentique que c'est une résidence principale, alors que tu n'as aucune facture établie
à cette adresse, etc. C'est du bricolage. Les enfants qui ne sont pas scolarisés. Voilà, et j'ai envie de dire tout le temps, quand vous faites des trucs comme ça, faites un travail de professionnel. Arrêtez d'être dans l'amateurisme. Et il y a beaucoup de gens qui partent sur ce genre de montage. C'est un peu comme les préconsos pour financer de l'apport en immobilier. C'est du bricolage, ça ne fonctionne pas. Tu vois, j'ai fait une vidéo qui devait sortir hier, mais j'ai eu des problèmes de son sur cette vidéo qui était comparer marchand de biens et immobilier locatif, tu vois, pour les cumuler. Et j'avais dit, quand on parle de marchand de biens, on ne parle pas de faire du flip de résidence principale, parce que ça, tu sais, tu en as beaucoup qui sont engouffrés dans la brèche, puisque les gens n'arrivaient plus à faire de l'immobilier locatif avec les taux d'intérêt. On leur disait de faire de l'achat-revente de résidence principale. Je ne sais pas si tu l'as vu sur Internet, mais ils vont se faire massacrer. Parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Passons maintenant à... Il y a une problématique. Les gens vont dire, si à l'heure du HCSF, tu empruntes pour ta résidence principale, ton taux d'endettement va être augmenté, et donc tu ne pourras plus faire de locatif. Mais avant ça, ce qu'il faut comprendre qui est très important, quand je parle de pierre angulaire, la résidence principale est quand même un moyen de capitaliser. Donc c'est hyper intéressant parce que quand on a envie de se constituer un capital net d'impôts, un peu à l'image des fonds, quand je parle de fonds propres, comme les fonds propres d'une entreprise, eh bien cette résidence principale, c'est vrai que quand elle est très très bien achetée, quand elle est bien valorisée, quand elle est détenue sur un temps suffisamment long, en règle générale, on a la possibilité de dégager un capital qui est significatif. Et plus le pouvoir d'achat, le pouvoir d'investisseur, on va dire le pouvoir d'achat de la résidence principale est élevé, plus la capacité à capitaliser est élevée. Tu prends un couple de cadres supérieurs, ils ne vont pas se positionner sur une RP à 200 000 euros. Donc là, tu peux avoir, en plus sur des marchés qui sont potentiellement dynamiques ou sur des marchés baissiers, c'est peut-être là qu'on peut faire également les bonnes affaires. Donc, notion de capitaliser en partie évidemment, mais par le biais de la résidence principale, est une stratégie extrêmement puissante. Et tu vois, c'est marrant parce que si je prends, et j'aime pas rentrer dans les détails privés sur le contenu, je réfléchissais par exemple, ma mère et mes parents ont fait pas mal d'opérations sur des résidences principales parce que ma mère détestait, moi de 0 à 18 ans, j'ai déménagé 6 fois. Parce que ma mère ne supportait pas, elle adorait reprendre une ruine, la retaper complètement et tout ça. Et les plus-values qu'elle a faites sur les résidences principales, ça a été un sacré vecteur d'enrichissement. Bien sûr, mais tu sais, les anciens, les anciens qui ont fait un peu d'immobilier ont quand même du bon sens. Alors, il leur manquait probablement de la stratégie, de la technicité, mais tu as des gens qui ont fait plusieurs millions d'euros sur des parcours par le biais de résidences principales et uniquement par le biais de résidences principales et éventuellement une ou deux résidences secondaires. Et il y a quand même matière à s'inspirer parce que les règles n'ont pas changé. Rentrons maintenant, comme je le disais, les gens pensent que la résidence principale est un passif parce qu'elle ne va pas te rapporter de cash flow, elle ne va pas te mettre de l'argent dans la poche, alors qu'elle t'en met indirectement au travers du remboursement du crédit et de la plus-value également. Mais bon, il peut y avoir une guerre demain en France, donc il faut se méfier quand même. Hein. Nous ne sommes pas un pays doté de l'arme nucléaire. Et donc, ils se disent qu'en achetant sa résidence principale à crédit, ça va dégrader le scoring bancaire et ils vont perdre de la capacité d'investissement en immobilier locatif. Est-ce qu'on peut rappeler déjà peut-être que un truc basique, mais qui est quand même important, dans une mensualité de crédit, il y a du capital et des intérêts. Et accessoirement, une petite prime d'assurance pour l'assurance d'essai invalidité. Donc l'idée, c'est que tu ne rembourses pas que des intérêts, sauf si tu as un taux d'intérêt à 100%. Voilà. Et que tu ne tu ne rembourses pas de capital. Donc c'est important de comprendre que cette épargne forcée
non palpables qu'on peut retrouver sur un tableau d'amortissement de prêt, c'est important de comprendre que c'est de l'argent qu'on met de côté tous les mois et sur des résidences principales en fonction de la taille de ta résidence principale et du prêt. Parfois, ce sont des montants qui sont très importants. Il y a des gens qui ont des résidences principales où on est sur des remboursements à 5 000 euros. Sur les anciens taux, j'ai le chiffre en tête, donc je vais donner l'ancien taux. Tu es à 4 000 euros d'amortissement par mois. Donc, tu es à 48, quasiment 50 000 euros par an. Est-ce que 50 000 euros par an remboursés, sans compter l'appréciation du bien, est-ce que ce n'est pas mettre de l'argent de côté? Mais pas dans ta poche. Comment tu vas louer la Lamborghini avec ça? Pas dans ta poche. Tout à fait, Voilà. pas dans ta poche. Exactement. Comment tu peux briller sur les réseaux sociaux? Tu mets ton tableau d'amortissement Sur en les story Instagram? Ben oui, mais c'est pas sexy, tu vois, mais ça reste la réalité. Parlons maintenant de la stratégie du signe noir. Rentrons dans la technicité. Là, on va être dans le cœur du réacteur. Accrochez-vous, mettez la mais ceinture. tu vois, c'est intéressant, c'est que, en fait, lorsque les gens ne sont pas créatifs, lorsqu'ils ne sont pas imaginatifs, lorsqu'ils sont dénués de discernement, de capacité critique, ils ne s'en rendent pas compte également d'utiliser, en fait, j'utilise toujours cette métaphore, on va étudier quelle carte tu as en main et quelle carte on peut utiliser pour avancer dans ce jeu de l'argent de l'immobilier. Et la stratégie du signe noir, c'est un montage qui est ultime, qui est indispensable pour les investisseurs ambitieux. Et c'est vraiment l'archétype de la créativité bancaire et juridique. Et c'est une carte que tu peux mettre en place, en fait, que tu peux mettre sur la table et qui peut faire la différence, qui change la donne, littéralement. Alors, pour le résumer très simplement, il faut toujours savoir que ça mixe créativité bancaire et créativité juridique. On n'est pas dans de la créativité photoshopée. Non, l'un ne va pas sans l'autre. Non, mais ce que je voulais dire par photoshopé, ça veut dire le faux et l'usage de faux. Non, mais je pense que ça, on en a parlé mais suffisamment. Parce que ça, c'est souvent les amateurs qui prennent... Le pire, c'est qu'ils prennent encore plus de risques pour avoir un résultat moindre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. C'est que, en fait, les amateurs vont essayer de prendre des raccourcis parce qu'ils n'ont pas ces outils. Et le pire, même en prenant des raccourcis, en prenant des risques élevés, ils ont des résultats qui seront moindres que quelqu'un qui est stratégique. Mais bien sûr, ça c'est évident. Ça n'avait pas l'air évident, tu l'as pas compris au premier coup. Ouais, mais c'est pas parce que tu l'as mal formulé. Non, mais la stratégie est supérieure au bricolage. Oui, Surtout il faut le rappeler. Surtout quand le bricolage consiste à faire du faux et de l'usage de faux. Non, mais ça, je pense qu'on l'a dit. Alors ça, c'est la ligne rouge absolue. Ah ouais, c'est... Et évidemment, on ne mange pas de ce pain-là. Et moi, je le déconseille fortement. Pas de faux et d'usage de faux et pas de mise en danger de l'encours bancaire. L'encours bancaire, c'est ce qui doit être sécurisé en priorité. Pourquoi? Parce que ton château de pierre peut devenir un château de cartes si tu fais vaciller l'encours bancaire. L'encours bancaire, par le mécanisme de l'effet de massue, qui est la parfaite symétrie de l'effet de levier, peut littéralement t'écraser. Donc la sécurisation de l'encours est une priorité absolue. Que doit faire le signe noir pour déployer cette stratégie? Que doit faire le signe noir pour déployer cette stratégie? D'abord, il doit commencer par acheter sa résidence principale. Donc ça paraît un peu con comme ça. D'abord, il doit arrêter d'écouter... Bon, j'allais dire un mot un peu grossier, mais qui est pas... Voilà, les baltringues d'Internet. C'est pas trop... Qu'est-ce qu'on pense? C'est pas trop... Non, mais on peut s'y retrouver dedans. Non, mais les tocards. Alors, les tocards. Les tocards, j'aime beaucoup ce mot parce que la définition, voilà, dans la langue française, miser sur le mauvais cheval. Donc déjà, tu arrêtes d'écouter les tocards et surtout les tocards qui habitent à l'étranger. Alors, je parle pas de moi, je parle de ceux qui habitent en dehors de l'Union européenne. Qui n'ont pas la résidence fiscale française. Voilà, donc tu arrêtes d'écouter ce genre de tocards. Tu n'achètes absolument rien, mais absolument rien comme produit chez eux.
Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois... Partir en courant quand t'entends cash flow est facile. Non, mais voilà, mais concrètement, un investisseur, il doit choisir une banque très précise. Dans une région très précise. Alors les régions, elles sont, Ouais. c'est pas un paramètre puisque cette banque est Elle est pas- présente dans toutes les régions. Et en fait, il y a une demande de financement très particulier qui doit être effectuée dans cette banque. Et là, ça nous permet d'avoir un montage. Qui bénéficie d'une exception auprès du HCSF. Alors déjà, tu as cette exception et tu as en fait la possibilité d'avoir un espace de dégagement, un dégagement pour déployer ta stratégie pendant plusieurs années sans que la résidence principale te gêne sur la partie passif immobilier. On va dire passif bancaire, pardon. Donc ça veut dire qu'il faut trouver la bonne banque qui fait ça. Avec la bonne stratégie. Avec la bonne stratégie, Et avec demander la le bonne montage exception. juridique, avec le montage juridique, avec les justificatifs juridiques, légaux qui sont fournis. Et avec ce montage, donc ce montage de signe noir, tu as le top départ du Blitz Patrimoine. Et ça, il faut le comprendre parce que on est dans une conception qui est purement stratégique, où on va composer avec les qualités en termes de scoring bancaire de la résidence principale, tout en dégageant la seule gêne qu'elle pourrait représenter. Mais ça demande de l'intelligence, ça demande à analyser le problème ou la problématique dans sa globalité, en ayant comme obsession la satisfaction des exigences de l'ogre bancaire et de ne plus avoir cette problématique à gérer durant, j'aime beaucoup cette idée, durant l'exécution de la stratégie, généralement durant le quinquennat. Un petit call to action pour la pub, dépôt de candidature. Et bientôt, tu sortiras ton mastermind, le signe noir. Alors, et c'est le seul moyen d'avoir accès à cette stratégie. Ouais. Si les gens ne sont pas contents, ils peuvent continuer à faire de l'amateurisme. Non, mais tu vois, quand tu dis, en fait, c'est pas une question de content ou pas être content, c'est que. C'est que ça peut pas se dire. Les gens en fait, moi, je reçois des messages tous les jours. Alors, principalement par le biais de LinkedIn. Sur la partie mentorat, j'ai quasiment plus de place. Et donc, tu as des gens qui restent sur leur faim. Donc, l'idée, c'est de créer ce mastermind, le signe noir, où il y a les outils, sans l'accompagnement sur la durée, parce que je ne peux pas accompagner personnellement des centaines de personnes, même plusieurs dizaines, je ne peux pas. Et donc, l'idée, c'est de sortir un mastermind de qualité, où on a les outils du signe noir. Parce que pour être un signe noir, il faut les outils du signe noir pour pouvoir exécuter une stratégie. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et il y aura probablement un appel à candidature pour pouvoir regarder de plus près les gens qui sont intéressés par ce mastermind. Et les gens qui sont sur Patrimoine Exponentiel, on en parlera également, sont prioritaires sur ce mastermind, ça va de soi. Et bénéficieront d'une réduction également. D'une réduction pour y participer et on l'annoncera en priorité, c'est-à-dire que d'abord on regardera si on remplit avec les places de Patrimoine Exponentiel la première édition et c'est important de le préciser, mais c'est un ensemble, c'est-à-dire que si tu n'as pas le reste, ça ne sert à rien. Et il faut préciser également, parce que je pense que les gens, certaines personnes peuvent se sentir exclues de cette méthode, dans le sens, s'ils sont déjà propriétaires de sa résidence principale, s'ils sont déjà propriétaires de leur résidence principale, c'est quelque chose de différent à déployer qui permet à peu près d'arriver au même résultat. En fait, tu as la possibilité de pivoter, tu as la possibilité de t'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Parfois, il faut rectifier. C'est de l'adaptation. Ouais, exactement. Alors, Alors, mais le vrai, s'il te plaît, n'insulte pas ce génie qui a été anobli par la reine. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur ce que tu as déjà fait. Avec de l'ingénierie bancaire, on peut optimiser ou plutôt maximiser ce qui a déjà été fait et c'est déjà un premier pas lorsque tu as fait ta résidence principale, mais il y a quand même des grandes chances que tu ne l'aies pas fait de manière maximisée dans le cadre de cette stratégie. Mais pour revenir, tu sais, sur les outils, et ça c'est très important, tu avais fait plusieurs remarques là-dessus, en fait ce qu'il faut quand tu pars à l'assaut
des banques françaises, il faut un arsenal de guerre. On ne part pas avec un couteau. Il faut un arsenal. Et un arsenal, la définition, tu connais la définition de l'arsenal de guerre? L'arsenal. L'arsenal, c'est un ensemble C'est d'outils. un ensemble. T'as vu un peu? Ben, bien sûr. Donc, Même pas scripté. oui. donc, si tu veux, il n'y a pas un outil. C'est un arsenal. T'as vu que je t'ai pas répondu? C'est pas une équipe de foot? Non. Ah oui. Oui, sur le... Arsenal est Ah une oui. équipe de foot. Tout à fait. Donc l'idée, c'est que soyez outillés. On en a parlé dans un précédent podcast, me semble-t-il. Soyez outillés pour aller à l'assaut. Si vous allez à l'assaut des banques de France en pyjama, en qualité de locataire, dans la quête ou l'espoir de quémander du cash flow, ça ne fonctionnera pas. Il faut un arsenal d'outils, d'armes. Évidemment, hein, c'est une métaphore, hein, puisque je m'appuie sur le Blitz patrimoine. Donc il faut un arsenal d'outils, d'armes. Il faut être armé en connaissances d'abord, en capital humain. Jusqu'aux dents. Exactement, en outils juridiques, en ingénierie bancaire, en maîtrise des sociétés, dont la holding en 5 temps, dont la stratégie des poupées russes, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on augmente significativement les probabilités d'atteindre la cible. Sinon, on est un amateur, tout simplement. On se fait zigouiller. Exactement, on se fait zigouiller par le cartel bancaire qui vous saisit votre épargne et qui vous dit, par le biais du rationnement du crédit, stop, t'es déjà allé suffisamment loin, ta gamelle monétaire est remplie. Retourne te coucher. À la niche. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect financier, de l'aspect capitalisation, il y a un aspect qui est très important, qui est l'aspect sécuritaire de la résidence principale. C'est un aspect qui est fondamental. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai pas souvent entendu parler. Hein. MJ Desmarco en parle. Non, qui c'est qui Alors, il en parle sur le fait de ne pas avoir de prêt. Mm. Il y a un confort très élevé sur le fait de ne pas avoir de prêt. Non, mais tu as une sécurité psychologique et émotionnelle qui est très importante dans le cadre, on va dire, d'un investisseur qui dispose d'une famille, donc d'une structure familiale, hein, papa, maman avec des enfants. Cet aspect, je trouve qu'il est totalement occulté, il est négligé, alors que alors tu vois, il y a la notion qu'on voit sur Internet qui me gonfle, soi-disant le confort tuerait la motivation. C'est vraiment ce que j'appelle le niveau Instagram, c'est-à-dire qu'on est au niveau 0. Ben, il faut moi, le confort, ça me motive. Ça te décourage, toi, le confort? Ben, j'ai envie de dire aux gens, mets-les dans une 2 chevaux et regarde leur motivation pour faire 2000 km. Quoi. Mais le confort, tout le monde cherche le confort. Donc moi, je trouve qu'une belle résidence principale est un quartier général, un QG, qui te permet de mieux préparer ta stratégie, d'apporter du bonheur à ta famille. Et cette sécurité émotionnelle et psychologique, ce réconfort est ultra intéressant parce que quand on est locataire, on est soumis à augmentation sans cesse des loyers, on est soumis à résiliation de bail. Il y a des motifs légaux. Un investisseur qui achète un appartement dont tu es locataire a le droit de te dégager. Il doit simplement respecter un préavis à la date anniversaire du bail. Si c'est du meublé, ça va être un an, 6 mois avant. Mais à la date anniversaire, un bail meublé, c'est 1 an. Si c'est une location nue, c'est 3 ans. Donc admettons que la personne achète ton appartement, qui est ta résidence principale dont tu es locataire. Le bail a, j'en sais rien moi, 2 ans. Il achète, il pose le préavis. Tu dégages 1 an plus tard. Donc, et sans compter l'augmentation continue des loyers, puisque les loyers sont soumis à augmentation. Tandis qu'en France, les prêts sont fixes. Alors, ça, les gens ne le voient pas. Exactement. Je pense que c'est partout le cas. Non, c'est une spécificité française. C'est pour ça que j'aime... tant qu'à faire à répéter une chose, la France est un paradis bancaire. Vraiment. Statistiquement, c'est prouvé. 30% de l'encours de la zone euro, plus que l'Allemagne qui est plus peuplée et plus riche que nous. Taux d'intérêt fixe, taux d'intérêt renégociable, et j'irai même plus loin, taux d'inflation supérieur au taux d'intérêt nominal, ce qui nous donne des taux d'intérêt réels négatifs. Donc en fait, l'inflation gomme l'intérêt. Et ça, c'est des conditions royalistes.
Et il y a quelque chose que tu n'as pas précisé, c'est que c'est considéré comme, par exemple, pour les entrepreneurs, lorsque tu as des cautions et n'importe quoi, il est fait état que la résidence principale est L'insaisissabilité. 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 Loi Macron 2015. Exactement. Donc ça montre le côté refuge, les sécuritaires. Et même l'État. Même l'État reconnaît ça. Donc, exactement. Et c'est important. C'est important. Donc il n'y a pas que des chiffres. En fait, ce ne sont pas que des chiffres, c'est aussi le cœur. C'est-à-dire que c'est quand même... Alors tu vois, quand tu as ta résidence principale, je suis désolé, moi je vais parler à titre personnel, je suis locataire à Berlin. Bouh. Mais alors, c'est normal, c'est un pays étranger, je n'ai pas forcément accès comme je le voudrais au levier bancaire, parce que je n'ai pas le privilège monétaire de la nationalité. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis locataire, c'est pénible. Pourtant, j'ai envie de dire, t'es blond aux yeux bleus. Oui, mais alors, la sélection physique, ça fait longtemps, je crois. Tu sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y avait le droit du sang encore dans ce pays. Non, mais l'idée, c'est que, tu vois, j'ai eu un problème. Donc, j'ai un chauffage au sol. C'est un appartement qui est très récent. Le chauffage, on ne peut pas le baisser parce qu'il y a un problème avec la vanne. Eh bien, ils ont mis 6 mois pour venir. C'est ton appart, t'appelles un plombier, t'interviens tout de suite. Et pendant 6 mois, ça te fait une charge mentale. Et une consommation excessive de chauffage. Mais tu vois, c'est un exemple. Tu es locataire. Demain, le propriétaire, il te dit tu dégages. Tu dois retrouver un autre logement. Donc, tu as un confort, une baisse significative de la charge mentale liée au lieu de vie qui est quand même non négligeable. Donc pour ces raisons-là, achetez votre résidence principale, mais en utilisant la stratégie du signe noir. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. Tu as été un peu rapide sur la conclusion, mon cher Fouad. Surtout qu'on avait fait... Tu veux me siphonner encore un peu plus de... Non, mais surtout qu'on avait fait tout un podcast à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès ? Ah oui, tout à fait. Alors Mais en cas de décès, la résidence principale, tu as une assurance décès invalidité ? Exactement, qui prend en charge le capital restant dû. Tu as même des assurances pour éviter le choc fiscal. On peut donner cette technique. Je ne sais pas si j'en avais parlé, parce que là, pour moi, c'est un peu comme les ceintures de sécurité inventées par Volvo, qui ont été données gratuitement à tous les constructeurs. Vous avez une assurance qui s'appelle l'assurance contre le risque fiscal. C'est-à-dire que cette assurance prend en charge le gain exceptionnel dû par le remboursement du crédit par l'assurance décès invalidité. Donc, quand on a une ADI, assurance décès invalidité, c'est bien de la coupler avec l'assurance contre le risque fiscal. Et là, en cas de décès, on a une RP qui est totalement payée si on a bénéficié du levier bancaire, versus quand tu es locataire, en cas de décès, et surtout si c'était la tête, on va dire le chef de famille, la principale source de revenus, je sais que c'est. Attention. Je sais qu'on n'a plus le droit. Attention, là, on va se fâcher avec les. J'ai l'impression qu'on est écouté par 95% de mâles, j'ai l'impression. Ça serait bien qu'on ait un peu plus de femmes, parce que moi, ça me ferait plaisir d'avoir. Tu vois, j'ai privilégié une candidature en mentorat. Attention, hein, pas uniquement parce que c'était une femme, mais elle a été prioritaire parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Et moi, j'ai 2 filles. Je ne veux pas qu'elles soient écrasées par un système parce qu'elles sont femmes. Donc j'aimerais qu'on ait... j'espère qu'on a des femmes qui nous écoutent. On a des femmes qui nous écoutent. Il faudra avoir la statistique. Voilà, pas pour les mêmes raisons que toi, mais j'espère qu'on a... Quel connard, celui-là. qu'on a des femmes qui nous écoutent. On a déjà ta femme qui surveille. Oui, alors ça, elle écoute, mais version Stasi. Version Stasi. Elle écoute. Tu vois, chez nous, elle a toute une cellule d'écoute professionnelle. donc non, mais j'espère qu'il y a des femmes qui nous écoutent parce on a des femmes qui nous écoutent. Il faut investir quand on est une femme parce que on ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc le locataire peut plonger dans la précarité. Alors que le propriétaire, le couple de propriétaires va être protégé par une assurance qui est vraiment pas chère et qui est excessivement intéressante pour l'emprunteur. L'ADI, c'est un peu comme le système bancaire français, cette bizarrerie. C'est anormalement intéressant pour l'emprunteur.
Donc, et paradoxalement, on est en oligopole, c'est-à-dire que ce sont les banques qui ont le pouvoir, mais bizarrement, c'est hyper intéressant pour le consommateur. Donc, il faut en profiter. Maintenant, tu peux conclure. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour vérifier que tout était bien dit, apporter les précisions nécessaires et éviter les écartades. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un like. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux également. Et on vous retrouve très prochainement pour un autre épisode. Bye bye.